For Best Action Game, and let's take a look right now at the nominees for Best Action Game this year. As voted on by the jury and fans, the Action Game nominees are Call of Duty Black Ops 4, Dead Cells, Destiny 2 Forsaken, Far Cry 5, and Mega Man 11. Joseph, we'd love for you to do the honors and let us know who wins Best Action Game this year. C'est vrai que la cérémonie c'était quand même assez impressionnant, voir tout ça. The Best Action Games is... Et moi j'avais pas compris qu'on avait gagné avant qu'ils nous filment, enfin 2 minutes juste avant de monter, je savais pas trop. Je disais ah bah venez, ah bah tiens je suis... Oh bon bah voilà t'as le micro, bon bah t'as l'air content, tu gagnes tout ça. D'accord. Dead Cells. Dead Cells, congratulations to the guys from Motion Twin. Quand Dead Cells gagna le prix du meilleur jeu d'action ce 6 décembre 2018, c'était un moment particulier. C'était pas juste le résultat d'une campagne marketing agressive, fournie par les millions d'un puissant éditeur. Non. C'était la victoire d'un petit groupe de rebelles qui, après 18 années passées à fabriquer des jeux web en flash, s'était retrouvé au pied du mur. Un petit groupe qui, au bord de la faillite, avait décidé de se lancer dans un projet fou, un projet qui dépassait alors tout ce qu'ils avaient réalisé jusque-là. Une sorte de baroud d'honneur, lancé dans une petite capitale régionale française dont l'apothéose prendrait place ici, au Microsoft Theater de Los Angeles le 6 décembre 2018. Et quelque part, entre Call of Duty, une franchise à plusieurs millions de dollars, Destiny, une autre franchise à plusieurs millions de dollars, Far Cry, plusieurs millions de dollars aussi, et Mega Man, plusieurs millions de dollars, et dernier rejeton d'une saga classique immortelle du jeu vidéo, c'est Dead Cells, ce petit jeu, fabriqué par une petite troupe de communistes mangeurs de baguettes, qui a remporté la mise. Mais ça, on en reparlera plus tard. Actually, just a special thought for the whole team back in France, are hopefully watching us at 3 AM in the morning. I hope you guys are awake because yeah, you just made it, so congratulations. You should be proud of yourself. Congratulations guys, it's an incredible game and I know a long time coming. Bon, c'est Pascal Péridon, je suis programmeur à Motion Twin depuis 2004 et en plus de ça, je vais faire d'autres choses, je vais faire une partie de l'administratif, d'autres tâches puisque dans une coopérative, il y a des tâches comme ça qu'on se partage, donc chacun va, en plus de son rôle, de son poste principal, graphiste, programmeur ou d'autres choses, va faire d'autres choses supplémentaires qui vont être répartis un peu entre tout le monde. J'étais là à la création de Motion Twin. Bon alors le tout début ça a été un peu compliqué puisque c'est des gens qui se sont, enfin il y a certains qui étaient copains au lycée, des choses comme ça, et le groupe a mis un peu de temps à vraiment se structurer et à exister. Mais l'idée de départ c'était des gens qui avaient envie de travailler ensemble et de faire du jeu vidéo. Et de faire ça de la manière qui leur plaisait et pas forcément de s'inscrire dans une société qui existait ou ni de devenir gigantesque, mais de faire ensemble des jeux vidéo qui leur plaisent. On dit pas d'eau, c'est autre chose. L'idée générale de Motion Twin, et alors, pas vraiment de toutes les coopératives, mais Motion Twin, l'idée générale, c'est on est une équipe de gens qui créent des jeux et on veut les créer ensemble, sans hiérarchie, voilà. C'est une équipe de gens qui vont créer des jeux ensemble et qui vont participer ensemble à la création et profiter ensemble des fruits de cette création. Et donc du coup, le statut qu'on a choisi, c'est un statut de coopérative, de SCOP. Le principe plus général de SCOP, c'est que l'entreprise appartienne, ou en tout cas en majorité, aux gens qui y travaillent. Donc, je m'appelle Sébastien Bénard, moi je suis game designer et développeur à Motion Twin. Je fais partie un peu des meubles parce que je suis là depuis longtemps et je m'occupe de tout ce qui est équilibrage, programmation et particules aussi, c'est tout ce qui explose à l'écran, qui fait des flashs et tout ce qui saigne à l'écran en général c'est de ma faute. Initialement c'était un groupe de 5 personnes en fait qui avaient monté la structure. Moi je suis arrivé à peu près 6 mois après le début, alors initialement en tant que graphiste, sachant que j'étais plutôt développeur, je sortais d'un UT Info. Je suis rentré en tant que graphiste parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour reskiner leur premier jeu, faire quelques décos et tout ça. Et bon après sur un malentendu, ils m'ont laissé ma chance en tant que graphiste, bon ils se sont vite rendus compte que j'aime bien dessiner en général, mais je suis pas très bon à ça, quoi. Mais finalement, je me suis plus retrouvé dans la programmation de nouveau, quoi. Et donc, je suis resté, ils m'ont laissé vraiment ma chance au départ, et je suis resté rapidement en tant que développeur.
En fait, on a 3 égalités à Motion Twin. On a la décision, c'est chacun un vote, donc une voix, on va dire, dans toutes les décisions. Il y a l'égalité de temps de travail, c'est-à-dire que tout le monde bosse le même nombre d'heures exactement, quoi. Et le 3e truc, c'est le salaire. En fait, tout le monde, tous les associés à Motion Twin ont le même salaire. Ça signifie une part de ce qu'on appelle le SMIC Motion Twin, qui est en gros le salaire garanti Motion Twin qui a été voté, en fait, sur lequel tout le monde s'est mis d'accord en fonction du coût de la vie à Bordeaux, quel est notre SMIC interne, quoi. Et la deuxième partie qui est le résultat. Quand par exemple cette année le jeu marche bien, les gens reçoivent de l'argent aussi en contrepartie parce qu'ils touchent une partie des résultats. Et ça, c'est tout ça égalitaire. Que quelqu'un soit là depuis 2 ans ou depuis 15 ans, on est exactement au même niveau, il n'y a pas de hiérarchie, pas de différence de salaire, pas de différence de poids de décision, c'est vraiment une égalité complète. Voilà, là je pense que vous comprenez mieux pourquoi je vous disais plutôt que c'était une bande de communistes. Je sais pas spécialement pour qui ces gars ils votent, mais ce qu'on peut observer c'est que factuellement, le mode de fonctionnement de Motion Twin, il est régi par la mise en commun des moyens de production. Et si t'écoutes les salariés de la boîte, ça a l'air plutôt cool. Mais ça les a pas empêchés pour autant de galérer à leur début. Dans la première moitié des années 2000, Motion Twin c'était encore un petit studio indé qui cherchait à se faire une place. Après avoir démarché quelques éditeurs pour essayer de leur vendre un jeu sans succès, ils finirent par s'orienter vers Internet qui fleurissait alors. C'était l'époque MSN, Abo Hotel, Dofus, MySpace, mais aussi celle des modes vestimentaires un peu borderline, des musiques un peu cheloues, de George W. Bush en Irak, de la crise des subprimes, des attentats en Espagne et... Wow, c'était pas évident les années 2000, sérieux. Mais tout ça c'était aussi l'époque de Pridesy, une plateforme pour laquelle Motion Twin réalisa quelques jeux, histoire de se faire la main, avant de se lancer en indé, avec leur propre plateforme et jeux web en flash. Et en fait c'était vraiment le point de départ pour nous, c'est le moment où on a pu s'émanciper complètement, à produire nos propres jeux, à faire du free-to-play un petit peu en avance à l'époque, quoi. Et avoir ce rapport que je trouvais vraiment sain dans le free-to-play de ce moment-là, qui était, voilà, le jeu était gratuit, optionnel pour les gens qui voulaient s'y intéresser, mais pas une nécessité en réalité. Et donc là on a fait du jeu flash comme ça, web, pendant pas mal d'années. Toute cette période de réalisation de jeux web a été décisive pour Motion Twin. C'était une époque particulière pendant laquelle les jeux sur le net rassemblaient des communautés entières de joueurs qui venaient échanger sur les forums pour s'entraider et discuter. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'était aussi un temps où les jeux consoles ne permettaient pas encore de jouer en multijoueur. Ces jeux flash, ils offraient donc une alternative gratuite et communautaire pour un bon nombre de joueurs. Et avec Fruity Park, puis plus tard Twinoid, Motion Twin, eux, faisaient leurs premières armes dans le domaine de la fabrication de jeux vidéo. Fruity Park c'était notre premier, alors c'était un succès de communauté de cœur surtout, parce que c'était vraiment un jeu qui était communautaire, c'était vraiment le truc qu'on voulait depuis le départ, c'était faire du jeu communautaire avant tout. Et Fruity Park a été vraiment notre premier gros projet technique, et en même temps une communauté qui était hyper cool, enfin vraiment très active, et c'était vraiment une époque plutôt sympa dans le sens où les communautés étaient vraiment très présentes et très motivées, et c'était un peu le point de départ de cette idée justement de bosser avec les gens, parce que les gens étaient tellement impliqués qu'en fait on avait énormément de remontées, de feedback, de propositions, et des choses comme ça qui étaient vachement stimulantes, quoi. Et à l'époque, effectivement, jeuxvideo.com en avait parlé. Ça faisait suite à un article qu'ils avaient fait sur Horde, aussi un autre jeu qu'on avait fait. Ces deux-là, c'était vraiment des premières où la presse jeux vidéo traditionnelle se mettait à parler du web et du free-to-play notamment, qui étaient plutôt des genres un peu honnis dans le milieu ou peu considérés. Et nous, c'était plutôt des grosses surprises de se dire oh, attends, jeuxvideo.com qui parle de nous, c'est cool, quoi. On était un peu fiers de se dire voilà, on est considérés comme des gens qui faisons des jeux, et au sens plus presse, et c'était plutôt une chouette surprise, quoi. Et là, ils avaient réussi. Un modèle économique solide, une communauté de fans derrière eux, quelques bons jeux flash sortis entre 2002 et 2013, une plateforme qui centralisait le tout, Motion Twin était dans la course. Mais tout ça, c'était avant 2007, l'arrivée d'Apple avec ses iPhones, l'émergence progressive des jeux mobiles et des free-to-play de Facebook. D'un coup, en quelques années, le marché du jeu navigateur flash s'effondrait, et face à la concurrence de l'App Store et des jeux Facebook, Motion Twin ne pouvait plus vraiment faire le poids. Ça devenait difficile de sortir, nous en tant que petite entreprise, une dizaine de personnes, vraiment d'arriver à faire quelque chose qui sortait du lot, et sur le modèle free-to-play qui commençait à être vraiment un peu saturé. Si tu veux, quand on arrivait sur le web, on avait choisi en fait de rester sur le web et de faire du web parce que c'est une plateforme qu'on ne pouvait pas faire plus ouverte. Quand Facebook est arrivé, et il y avait plus encore quand Apple a débarqué avec l'iPhone, ils ont permis de démocratiser un certain nombre de choses. Ils ont démocratisé l'idée, par exemple, du social, dans le cas de Facebook, mais ils sont arrivés aussi avec des gros verrous. En fait, ils posaient leurs conditions sur la manière de faire les jeux, la manière de les rentabiliser, et des choses comme ça. Et voilà, c'était surtout le passage d'un truc très ouvert à un truc finalement très verrouillé qui nous a pas vraiment trop excités, quoi. On a plutôt essayé de persister dans le web, jusqu'à ce que la prédominance de l'applicatif et du mobile, bon là, clairement, nous fasse un message. C'était la partie la plus compliquée, je pense, de Motion Twin. On a eu plein de crises, entre guillemets, dans le sens où les crises, ce que j'entends par là, c'est vraiment des moments
on a un carrefour et en gros il va falloir décider vers où on va. Et au moment où on était à ce stade-là, on était effectivement face à un carrefour possible. C'était soit on y allait franchement et auquel cas on adoptait une stratégie mobile claire, c'est vraiment avec itération et toute une logique de projet qui était adaptée. Soit on partait sur autre chose et on se disait, dans ce cas on part sur du jeu PC, on quitte ce milieu-là. Et c'était une grosse discussion parce que forcément c'était le moment où en gros l'entreprise partait dans une direction radicalement différente de ce qu'elle avait fait initialement. Et forcément dans l'entreprise, il y a des gens qui défendaient mordicus une direction et une autre. Au-delà du désaccord de la stratégie, on arrivait à des désaccords de personnes et de formes d'équipe et de postes aussi simplement. Et donc forcément ça nous a amené à faire des choix. Donc il y a des personnes qui sont pas restées, des gens qui sont partis parce que ça leur correspondait simplement plus. Et donc c'est vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. On a eu pas mal de départs, de restructuration de l'entreprise et de changement de cap, quoi. Et on partait un peu en mode à vue, quoi, expérimental. Aux alentours des années 2013-2014, Motion Twin est donc en pleine transition, et l'idée de Dead Cells n'avait pas encore germé dans les esprits des développeurs. Au départ, après le succès du jeu de survie Horde, le studio souhaite lui créer une suite spirituelle nommée Horde Zero, une sorte de tower defense multijoueur en 2D dans lequel transparaient déjà les prémices de Dead Cells. En gros, c'est un tower defense en vue de côté. T'étais dans une maison, il fallait barricader, poser des pièges pour empêcher les zombies de rentrer. Ça, normalement, ça se faisait à plusieurs. Et en gros, au début, tu setupais des pièges un peu partout, tu faisais une défense, et après tu lançais la résolution où tu contrôlais plus rien, et tu espérais que ça se déroule correctement, quoi. C'était pensé en contrôle à l'époque, c'était encore contrôle souris, pensée tactile, parce qu'on était encore dans un jeu tablette ou mobile, possiblement, quoi. Enfin, web, mobile, tout ça. Mais en gros, Horde Zero convainc pas grand monde dans et en dehors de la boîte. À la Gamescom 2014, les retours les poussent à modifier le jeu en profondeur, et ils le renomment alors Dead Cells. Puis le projet est mis de côté pour développer un autre jeu que Sébastien Bénard avait sous le coude. Et finalement, en revenant sur Dead Cells, Motion Twin décide de garder la composante 2D, mais de retirer l'idée de Tower Defense et de s'orienter vers un titre qui ressemblerait davantage à Castlevania, un jeu dont Sébastien Bénard et Thomas Vasseur sont particulièrement fans. Là, le moment où on s'est dit, bon allez, on arrête le Tower Defense, on va vraiment faire un jeu d'action, on s'est dit... On adorait tous les deux Castlevania au début, il y a un moment du projet où on était que tous les deux. Et le côté, et du coup de fil en aiguille on s'est dit bon on va arrêter le Tower Defense, on va faire le platformer, donc Castlevania Symphony of the Night, c'était vraiment la référence. Et du coup on y a rejoué, et en y rejouant on s'est dit oh la vache, en fait on en avait un souvenir hyper édulcoré. Alors moi je trouve qu'il a toujours ce metagame, cette progression dans le jeu, et on s'est dit non mais on peut pas faire un Castlevania comme ça aujourd'hui, c'est pas possible, c'est trop lent. Enfin, Alucard quand il saute c'est un parachutiste quoi. Il a une cape, ça se sent quoi, il retombe très lentement, il y a énormément de air control, et le jeu était... donc il y avait encore cet héritage de plateforme précise. Et nous on était vachement plus orienté côté baston, donc avec Mathieu Cap de Gel, lui sa référence c'était Muramasa, donc voilà, il y a eu quand même beaucoup de choses qui se sont intégrées dans l'équipe, et on s'est dit bon ok on va faire un truc vachement plus orienté action et plus immédiat. Il y avait vraiment une forme de jeu qui là d'un seul coup nous parlait beaucoup. On était joueurs de jeux web, mais pas autant qu'on était joueurs PC et console. Et donc il y avait un côté très excitant de se dire waouh c'est notre premier jeu PC, on va être sur Steam, on va être peut-être sur d'autres plateformes, on sait jamais, on pensait pas à la console encore à ce moment-là. Et puis il y avait en même temps un côté stressant parce que la boîte avait forcément, on était sur le déclin du web, et nous on s'y était pris un petit peu tard pour le revirement. La boîte commençait vraiment à avoir des problèmes financiers, de se dire bon bah l'année prochaine ça risque d'être vraiment tendu quoi. On avait fait nos calculs, on savait que à moins d'un revirement complet on allait avoir un souci quoi. En se réorientant vers un style de jeu qui leur correspond plus, Motion Twin se lance donc dans le développement de Dead Cells. Cette transition, c'est aussi pour eux un changement de modèle économique. Le studio abandonne les jeux sur navigateur pour se tourner vers Steam, la plateforme de vente de jeux en ligne. Elle s'était à l'époque imposée comme une des principales plateformes pour vendre son jeu quand on était un studio indépendant. Il n'est donc plus ici question de free-to-play, mais d'un jeu qu'il faut acheter en payant une seule fois pour obtenir tout son contenu. Pour arriver à négocier le virage, l'équipe doit réorienter sa manière de faire et son marketing.
Dead Cells est leur jeu de la dernière chance et ils n'ont pas vraiment droit à l'erreur. À ce moment-là, c'est Steve Philby, en charge du marketing, qui tente de faire imposer sa vision des choses face à une équipe au départ assez réticente à tout ça. Ouais, enfin ça c'était un gros jeu de chantier en fait de construction de crédibilité et de légitimité auprès de l'équipe. Après ça c'est Motion Twin de manière générale. C'est comme ça qu'un scope fonctionne. On embauche des gens en qui on a confiance, mais on attend qu'ils s'approprient le projet. Et du coup, pour leur expliquer tout, j'ai dû passer probablement presque un an à faire une étude de marché sur, au début, quand c'était du Tower Defense, sur Orcs Must Die, Dungeon Defenders, enfin plein de choses similaires à ça, pour dire ok, voilà comment on va mettre le jeu dedans. Et du coup, quand je suis revenu, ils ont fait hey, tiens, on va faire un roguelike. J'ai fait ok, bah en fait, c'est pas vraiment un roguelike, c'est plus un roguelite. Et c'est plus un Metroidvania aussi, donc voilà le positionnement de marketing. Bon, là il va falloir que j'explique un petit peu. Le roguelike ou roguelite est un genre de jeu où le niveau est généré aléatoirement. À chaque mort de notre personnage, nous réapparaissons au début du jeu sans nos armes. L'architecture des niveaux n'est donc jamais la même, et il faut à chaque fois recommencer du début en essayant d'aller le plus loin possible. Le terme Metroidvania, lui, il recouvre un autre aspect. C'est que dans Dead Cells, certains coins des niveaux sont inaccessibles tant qu'on n'a pas acquis certaines capacités particulières. Cet élément permet donc au joueur de progresser sur le long terme et lui donne l'impression de gagner en puissance. Le mélange de ces deux genres constitue donc une bonne partie de l'expérience que propose Dead Cells. Le truc c'est que c'est pas le seul à faire ça. Face à lui, il a des poids lourds comme Binding of Isaac ou Nuclear Throne. Pour se distinguer, le jeu de Motion Twin s'inspire aussi de la série des Dark Souls, avec ses combats exigeants, ses roulades pour esquiver les coups et sa difficulté légendaire. Mais dans cette tentative d'exister au sein d'un marché ultra saturé, c'est aussi la vision artistique de Thomas Vasseur qui aide beaucoup Dead Cells à se démarquer, d'un point de vue visuel. Dans ces jeux-là, t'as une DA assez monolithique, c'est avec du premier niveau au dernier niveau. Tu vas toujours avoir un peu les mêmes teintes, un peu dramatiques, très contrastées, très désaturées. Et nous on s'était dit, oh là là, bon ok, on va vers du Souls-like, on a besoin de se démarquer parce que bon, Salt and Sanctuary c'était quand même du lourd à l'époque dans le genre. Il y avait notre marketeur Steve qui disait, non mais regardez dans quel bain vous allez vous mettre. Enfin, au niveau positionnement marketing, il était pas hyper à l'aise de faire un truc où il y avait beaucoup de concurrence, donc il fallait qu'on trouve une identité visuelle assez singulière pour que quand on voit un visuel, on se dise ah mais ça c'est Dead Cells quoi. Il y avait toujours ce désir d'avoir quelque chose d'assez saturé, assez coloré, avec des ambiances lumineuses assez marquées. Enfin, un système de lumière sur un rendu pixel art. Enfin, en gros, utiliser les méthodes modernes. Moi, je me souviens que j'avais maté Arrietty et les petits chapardeurs et j'avais vu un making-of où en fait ils dessinaient 2 fois le décor, une fois de jour, éclairé à la lumière, une fois de nuit. Puis avec un masque, il faisait passer Arrietty avec sa petite lampe, et j'ai dit putain mais c'est ça qu'il faut faire. Et du coup la première version, j'avais fait tous les tiles du jeu en version nuit et tous les tiles en version jour quoi. Et du coup c'est le perso qui venait éclairer. Et on avait assez rapidement ce rendu de fog, le rendu que t'as aujourd'hui. Donc après on a fait évoluer les techniques pour que ce soit plus rapide à produire, que dessiner 2 fois les trucs. Pour moi avec l'éclairage, le boulot de chef opérateur dans les films c'est vraiment un truc que je trouve passionnant. Voilà, dans le dernier Blade Runner, les trucs... T'arrives à transformer un lieu juste avec un set de lumière. Et c'est toujours ma frustration parce qu'on a un système de lumière dans Dead Cells, mais je pense que sur le prochain projet on va essayer de pousser cette partie-là. Donc ça c'est vraiment un truc qui m'intéressait. Donc les films avec des éclairages assez marqués. Je pense aux films de Wind and Refn aussi, genre Neon Demon ou ce genre de trucs. On aime ou pas les films, mais en tout cas au niveau éclairage, setup de lumière, c'est quand même quelque chose qui est vraiment très esthétisant, qui permet vraiment de donner un autre angle de vue sur les choses, sur des tiles en pixel art. Soudain tu mets de la lumière 3D dessus et pouf, tu peux complètement changer et c'était super aussi pour réutiliser nos assets, où en fait tu fais une ambiance avec des tiles donjons machin, et puis clac tu changes de setup de lumière et t'as pas du tout la même ambiance. Tu peux avoir des ambiances hyper dramatiques, rouge et bleu, ce genre de trucs. Ça permettait vraiment de réutiliser le contenu quoi. Enfin je fais pas mal de photos. Amateur, hein, je me revendique pas du tout photographe quoi. Mais c'est un truc que j'aime bien et c'est vrai que pour Dead Cells, la recherche de profondeur de champ, c'est cette espèce de décor hyper contemplatif. Alors je suis pas encore très satisfait de ce qu'on a réussi à faire sur Dead Cells. Mais oui, il y a vraiment cette volonté de traduire en fait la sensation que tu peux avoir quand tu fais une rando en Irlande.
qu'il a plu pendant toute ta rando, t'arrives au sommet et soudain t'as le ciel qui s'écarte et que t'as le soleil. Bon, c'est hyper cucu, hein. Mais moi, c'est le genre de trucs qui me font, que je vide pendant mes vacances et que j'avais vraiment envie d'essayer de transmettre. D'ailleurs, le landscape que tu vois, le décor que tu vois derrière, je crois que c'est un décor que t'as en Écosse, le Old Man of Store. Tu regarderas les formations rocheuses, j'ai pris la photo et j'ai reproduit, quoi. Donc, je me suis vraiment inspiré de ce genre de... Bon, c'était mon trip Irlande. J'avais fait un voyage en Islande où il a fait super beau, ce qui est assez rare en Islande. Et du coup, en été, le soleil est rasant tout le temps, donc t'as tout le temps ces teintes violacées dans le ciel. Et du coup, c'est un truc qui m'a pas mal influencé, et ça se retrouve assez. Au point où, à un moment donné, mon équipe me disait « Non mais arrête avec ton violet, là, essaye d'autres trucs, mets du vert, je sais pas. » Donc ouais, c'est un type de graphiste, quoi. Tu trouves une zone de confort en termes de palette, et comme t'es bien dedans, tu te roules dedans, et t'as du mal à en sortir, quoi. Pendant que Thomas Wasser s'occupe de la cohérence visuelle et artistique, un autre souci pointe le bout de son nez. Dead Cells étant un roguelite, il possède tous les attributs du genre, de très nombreuses armes pour apporter une variété dans le jeu, une progression sur le long terme, des ennemis variés, etc. Et le truc c'est que tous ces éléments sont très complexes à équilibrer. Il faut faire beaucoup de tests et Motion Twin ne possède pas les effectifs nécessaires pour tout ça. L'équipe décide du coup de s'orienter vers l'Early Access, ou accès anticipé en français. Le concept c'est de sortir le jeu dans un état jouable mais sans qu'il ne soit fini. Ensuite, les joueurs jouent au jeu, font des retours et les développeurs utilisent ces retours pour l'améliorer. C'est une forme de création participative plutôt à la mode à cette époque. Mais sa réputation était pas ouf. Beaucoup de studios l'avaient utilisé avant Motion Twin et finissaient généralement par laisser tomber les joueurs en ne terminant pas le jeu. L'équipe met donc un peu de temps à accepter l'idée de se lancer là-dedans avec Dead Cells. Mais Steve Philby a un plan bien particulier pour faire en sorte que ça fonctionne. Ce qui a créé une mauvaise ambiance dans l'Early Access, c'était les développeurs amateurs qui s'y prenaient pas au sérieux, en fait. Ils prenaient ça comme une espèce de laboratoire où on pouvait faire n'importe quoi, des expériences de fou, et si ça pétait dans tous les sens, bah tant pis. Sauf qu'en réalité, si ça pétait, bah ça pétait sur le PC des gens. Et du coup, ils étaient là en mode « mais c'est n'importe quoi ». Enfin, là, j'ai payé pour quelque chose et ça marche pas. Et bah, nous, on a juste suivi les géants du secteur. Bah, moi, j'ai passé longtemps, comme j'ai dit, c'était à peu près 1 an avant qu'on commence réellement à communiquer sur le jeu, à me renseigner sur comment faire un Early Access. Du coup, on fait OK, qui fait des bons Early Access? Bah, moi, j'avais joué un paquet à Don't Starve et à Don't Starve Together, donc les mecs de Clay. En fait, si on regarde les mecs de Clay, c'est à peu près c'est les premières qui ont fait le premier Early Access sur Steam. Et qui ont super bien réussi. Du coup, on a étudié les cas, qu'est-ce qu'ils ont fait. Ensuite, on a eu Darkest Dungeon comme exemple de ouf, qui a juste cartonné. On a fait, ok, bah qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on a suivi les règles, et les règles sont assez simples, en fait. C'est juste, c'est ne pas être un connard, déjà, ça aide, et être honnête et transparent avec la communauté. Et surtout, être réaliste sur les implications des impacts de l'Early Access et des demandes de la communauté sur la production. Parce qu'en fait, c'est tout à fait bien d'arriver en disant « Ok, regardez, on va faire machin truc, ça va être génial ». Et ensuite, ne pas arriver à produire réellement ce qu'on a promis. Ouais, c'est ça. Être transparent, être réaliste et communiquer régulièrement. Je pense que c'est les trois piliers. En plus de ces 3 piliers, l'équipe prépare la première grosse mise à jour bien en avance pour qu'elle soit prête en même temps que la sortie de l'Early Access, histoire d'être certain d'avoir du contenu à fournir rapidement aux joueurs. Avec cet accès anticipé préparé avec sérieux, Motion Twin espère parvenir à créer une communauté fidèle autour du jeu. Mais à côté de ça, Steve Philby bosse aussi sur une autre idée. On avait commencé à montrer le jeu dans des petits salons, et le problème qu'on avait, c'était le gros mais des professionnels du secteur qui voient encore un jeu indépendant en pixel art roguelite. Enfin, c'était fadasse de ouf. Genre, le moment où je disais ça, ça passait vraiment pas bien. Et une des trucs qui avait très bien marché avec Dead Cells, c'était les gifs animés sur Twitter. Parce qu'en fait, c'est un jeu avec beaucoup de couleurs et avec beaucoup d'animations. C'est un peu flashy, ça brille. Donc on s'est dit, ok, bah c'est en fait
c'est cool à regarder ce jeu. Bah, les gens qui... Enfin, c'est Twitch où on regarde les jeux, du coup on va aller voir. Donc on a parlé avec des tout petits streamers, parce que enfin, si tu veux aller choper Squeezie ou je sais pas, non pas Squeezie, enfin Mr. MV directement, il a pas le temps en fait, il est en train de jouer Fortnite ou je sais pas quoi, un gros truc. Du coup, on n'avait pas les moyens de toucher les gens en leur donnant de l'argent, donc Steve il s'est dit bon bah on va juste donner des clés quoi. On va donner des clés aux petits influenceurs parce qu'on n'avait pas accès aux grands, donc on a donné à ceux auxquels on avait accès, qui étaient enfin il y a plein de Twitchers qui ont 100 200 followers, ce qui est déjà énorme hein, pour commencer sur Twitch quoi. Et tu leur donnes un jeu mais ils étaient hyper contents et du coup il y avait vraiment cette transmission d'énergie où au départ on avait ces questions quand même, oh là là attention si je donne une clé est-ce que je perds 10 €, tu vois. Et en fait, pas du tout, quoi. Ces gens-là n'auraient jamais acheté ton jeu si tu leur avais pas... De tous les cas, ils en auraient jamais entendu parler. Du coup, on est allé voir les petits, ils m'ont dit « Yo, tu veux une clé ?» Et eux, ils sont ravis. Ils sont en mode « Oui, bah, c'est trop cool, merci. » Et ensuite, ils vont jouer, et ils vont te faire des retours. Et mieux, on peut aller espionner dans leur chat ce qui se passe et parler avec eux pour dire « Yo, on a remarqué que t'as fait machin, pourquoi ?» Et on faisait ça au début... On avait commencé bien avant la sortie de distribuer les clés à des petits, et on a vu qu'en réalité, il passait pas 15 minutes dans le jeu, il passait plutôt un mec qui a streamé 7 heures d'affilée. Et j'avais regardé genre 3 heures de son stream en bavardant avec lui dans le chat, et cette période-là où a juste été invaluable, les mecs ils nous ont pondu des tonnes de bugs, on a polish le jeu vraiment de partout, et on a vu aussi que ça plaisait. Et donc, au fur et à mesure que ces petits jouaient, bah, ils ont des potes qui sont un peu plus grands. Et puis ça a fait effet boule de neige, quoi. Il y a eu de plus en plus de petits Twitchers, petits YouTubers qui commençaient à tester notre jeu. Et alors bien de narration, j'en sais rien, je sais pas, mais en tout cas, soudain, les gros influenceurs se sont intéressés au jeu sans qu'on leur envoie un seul email, quoi. Donc c'était une stratégie rationnelle de comment on comble le problème de « Ok, notre jeu n'est pas forcément un truc très intéressant pour le cabal de journalistes, etc. » Et ben, la façon de le faire, c'est d'aller directement aux joueurs en ciblant les gens comme nous, les petits. Donc, ouais. Et là, ça a explosé. À la sortie de l'Early Access, on s'est retrouvé catapulté dans les premiers jeux streamés sur Twitch. Ce qui était complètement... Alors Steve, lui, il avait quand même manigancé son truc, et il a envoyé les clés au bon moment, il y avait quand même une stratégie de timing derrière ça, mais on savait pas du tout si ça allait prendre, quoi. Ouais, donc ouais, moi je suis assez fier de ça, qu'on ait réussi à faire à toucher les gens sans leur proposer de l'argent ou une contrepartie. Là, Steve, on leur donnait le jeu, quoi. Et en fait, bah voilà, je trouvais ça cool comme échange d'énergie, c'était vraiment chouette, quoi. Avec leur stratégie bien huilée, Motion Twin se prépare donc à la sortie de l'Early Access, prévue pour le 10 mai 2017. Avant le grand saut dans l'inconnu, l'équipe a conscience que le jeu est plutôt attendu. Mais l'inquiétude reste présente. Ouais, on était un peu flippés. On avait un tableau dans les bureaux en Velleda où on écrivait en fait les estimations, chacun avait une ligne et faisait un peu le juste prix d'essayer de trouver combien de ventes on allait réussir à faire. Et alors les estimations étaient très basses, il y avait une ou deux qui étaient très optimistes et globalement on était quand même tous pessimistes et on était proche des estimations qu'il faudrait pour survivre, tu vois. On n'était pas allé plus loin. Donc ça a été le moment un peu compliqué. Après, en termes pour le jeu en lui-même, grâce justement aux différents salons, aux différents retours qu'on avait, progressivement, quelques mois avant l'Early Access, on a vu que les joueurs commençaient à vraiment apprécier ce à quoi ils jouaient. Donc l'Early Access, on sentait qu'au niveau du jeu en lui-même, on commençait à avoir quelque chose qui était plutôt sympa à jouer, avec une bonne dynamique, etc. Moi c'est peut-être parce que j'ai une grande gueule et je suis un peu prétentieux, mais moi quand j'ai joué au jeu et que j'ai eu le game feel en main et que je savais que je préférais jouer à ce jeu-là qu'à mon Castlevania préféré. En termes de contrôle, hein, je pense qu'il y a plein de choses dans Castlevania qu'on n'a pas réussi à faire et qui feront toujours mieux que nous, quoi. Mais j'avais vraiment cette sensation qu'on avait fait un truc qui n'existait pas sur le marché. Enfin, je prenais du plaisir à jouer à mon propre jeu, ce qui m'était pas arrivé depuis que je travaillais à Motion Twin. Et là, je me suis dit, oh là là, mais c'est bon, je joue au jeu. Bon, Seb, il était flippé à mort. Steve aussi, il disait, oh là, on va faire 5000 ventes la première semaine. Moi, j'étais sûr, franchement, je savais qu'on allait marcher. Moi, j'étais quietly confident qu'on pouvait faire 25 000 copies dans les premiers 3 mois. Je pensais si on faisait 25 000 copies dans les premiers 3 mois, on était pas mal.
Ça nous aurait permis assez de temps pour commencer à faire un prochain jeu, et si on faisait ça, il y avait des bonnes chances que sur la longueur ça marchait. Le moment de pousser le gros bouton vert, je crois d'ailleurs, de Steam, ça a été un peu grosse phase de stress parce qu'on savait qu'on était littéralement en train de jouer l'avenir de la boîte, quoi. Donc on était là un petit peu nerveux, je dormais pas, on bossait comme des tarés, on crunch pas ici, mais c'est le moment quand même où tu restes au bureau jusqu'à 22h en mode est-ce que tout est parfait, en train de polish partout, parce que c'est un an, pour nous c'était 1 an et demi de travail à temps complet, et pour l'équipe marketing ça faisait 6 bons mois où on était juste en mode boum, beat, toujours un truc, toujours un deadline sans arrêt, et finalement ça s'est bien passé, mais on n'attendait absolument pas que ça explose comme ça a explosé, quoi. Je rentrais en bus, le jeu venait de sortir, le jeu était sorti à 18h, on était tous là. Moi je suis rentré à 19h, je regardais dans le bus et là je commençais à voir l'avalanche de messages sur le truc le forum Steam. Et quand j'ai vu on en a vu d'autres de petits jeux indés, ils avaient quelques commentaires, et là on avait, je sais pas moi, en quelques heures on avait plus de 500 critiques, quoi. Et là j'envoie un message à Sébastien, je fais putain on l'a fait, quoi, ça y est. Et on n'avait pas encore les chiffres, mais tu voyais, les gens étaient tellement enthousiastes sur ce qu'on avait fait que le premier soir, et puis le lendemain, on arrive et fait bah voilà, on a vendu 12 000 copies dans la nuit. Quoi? What? Et dans la semaine ou dans le mois, je crois qu'on avait rentabilisé notre prod, quoi. Notre prod sur 4 ans. Mais on tablait sur on disait entre 15 et 20, 30 000 ventes à peu près. Et qui était notre espérance, quoi. Et en fait, la première semaine, je crois qu'on avait fait 100 000 ventes, un truc comme ça, un truc complètement inattendu. Alors ça a été la grosse claque pour nous, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que les joueurs apprécient le jeu autant. Et en plus, après, comme je disais, ils contribuent en plus, se prennent d'engouement pour le jeu. C'était juste dingue. Un jeu indé à succès aujourd'hui, c'est 10 000 copies dans la première semaine. Et ça, c'est genre vraiment... Ça marchait, donc nous on était clairement dans les hits, truc de fou. Et je me suis dit, purée, ouais, on l'a fait, ouais, c'était vraiment, je m'en souviens, j'en avais larmes aux yeux dans le je n'y croyais pas. Tu sais, on avait vraiment peur que la boîte ferme, quoi. Et là on s'est dit, c'est bon, on est sauvés, quoi. Et du coup, et le lendemain, réalisation, oh là là, les gens ils sont hyper enthousiastes, on peut pas les décevoir. Et après, surtout par la lecture sur les forums, en fait. Moi, au début, comme je disais, je pensais pas qu'on allait passer trop de temps à échanger avec la communauté, parce que tout le monde disait que ça se passait pas forcément trop comme ça. Et en fait, en allant discuter sur les forums, je voyais les mecs, dès la première semaine, ils théorie-craftaient sur tous les aspects du jeu. Et c'était hyper cool, quoi, de se dire, ils essayaient de comprendre comment les niveaux étaient générés, ils essayaient d'aborder le truc, ils pensaient à ce qui était prévu pour la suite. Il y a plein de joueurs qui étaient hyper excités des features qui étaient annoncées et tout. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, il y a un vrai engouement, et là, il y a vraiment des gens, des êtres humains qui se passionnent pour ce qu'on est en train de créer, quoi. Et au moment où ça s'est arrivé, il y a eu cette espèce de conscience que, ça y est, c'était plus tout à fait entre nos mains, tu vois. C'était à un moment donné, le projet a commencé à basculer, à prendre du poids sur la communauté, et la communauté le poussait en mode était hyper content, donc c'est vraiment été ce moment-là, en fait, ce moment où on s'est rendu compte que les joueurs répondaient au truc, quoi. Très vite, sous le succès public fulgurant de Dead Cells, la presse arrive elle aussi avec plein de jolis mots pour décrire le jeu. Des notes astronomiques, une moyenne métacritique à 89 parmi les meilleurs jeux de 2018, avec un élément qui revenait souvent. Dès le départ, Dead Cells est super agréable à prendre en main. Un vrai bonheur, un sentiment de puissance, de maîtrise immédiate, à 1000 lieues de la lenteur des Castlevania dont Motion Twin s'était inspiré. Se déplacer était fun, se battre était fun, et globalement ce qu'on appelle le cœur de jeu, c'est-à-dire les actions principales que l'on fait tout au long du jeu, c'était parfaitement maîtrisé dès le premier jour de l'Early Access, alors que Dead Cells n'était pas encore censé être terminé. Et cette réussite du cœur de jeu avait été prévue bien en amont. L'équipe voulait justement que cet élément soit proche de la qualité finale dès le départ. Seb s'est pas mal occupé du polish des mouvements, de la hauteur de saut, la distance que tu vas faire avec un saut, la roulade, la distance, c'est tout un tas de... Imagine plein de petits leviers et tout, et ça a pris un temps fou à bouger tous ces petits leviers. C'est parce qu'on a passé beaucoup de temps à faire ça, en fait. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des trucs, il y a plein de petites choses qu'on a piochées à droite à gauche, et notamment dans les Castlevania, des petites règles cachées, des petites astuces cachées qui font que les contrôles sont agréables, et c'est plein de trucs à la con, quoi. Notamment le fait, tu peux avoir une plateforme par exemple, tu arrives, tu sautes, et tu arrives juste devant,
Ben, nous on triche, on te téléporte sur la plateforme parce que c'est pas rigolo de louper de peu. Il y a des tonnes de cas comme ça où en fait on triche quand tu tapes. Si le monstre était derrière toi et qu'il y a personne devant, on tourne ton personnage gratuitement, le genre de choses que personne ne remarque, mais qui donne l'impression d'être en contrôle en permanence et de tout réussir. En tout cas de réussir tout ce qui est... Bon, louper, ça serait nul, quoi. Ce serait pas très fun. Mais ça, c'est un truc sur lequel on a passé vraiment beaucoup de temps, d'essayer d'isoler tous ce qu'on appelle les corner cases, c'est tous les scénarios d'échecs qui ne sont pas des échecs de challenge, qui sont des échecs juste d'ergonomie, quoi. Des fois, le joueur peut avoir une tâche difficile à remplir et échouer est une bonne chose et on ne va pas le prendre par la main dans ce cas-là. Par contre, s'il échoue sur une tâche banale, genre sauter entre deux plateformes alors qu'on n'est pas dans un Super Meat Boy, bon, bah, il n'y a pas de raison de le faire échouer à ce moment-là, c'est pas drôle, il va juste devoir remonter, se taper la boucle à nouveau, et c'est nul, quoi. Et donc je suis très attaché, en fait, à la sensation immédiate du jeu, que ça soit une sensation de gameplay, mais ça peut être une sensation d'ambiance, des choses qui, instantanément, t'as envie d'aller plus loin, le jeu t'intrigue, tu vois, il t'interpelle quelque part, quoi. Et c'est ce que j'appelle les core loops dans un jeu, c'est souvent ce truc hyper primaire que tu es censé faire dans ton jeu, et qui pourtant fonctionne bien, quoi. En plus de ces astuces de design, la réussite de ce cœur de jeu, elle est aussi due à la coordination des différents départements autour d'un but commun. C'est pour ça que la direction artistique visuelle a été pensée dès le départ pour servir le gameplay du jeu. On a plus cherché à faire un environnement qui sert le gameplay que le gameplay qui sert l'environnement. Tout était fait pour que le jeu soit ultra lisible pour le joueur, donc que ce soit les fixes quand on frappe des monstres. C'est très très brillant pour que ça fasse un rappel direct aux yeux du joueur. Pareil, tout ce qui est échelle colorimétrique, donc les monstres ressortent énormément sur le fond, qui est plus terne. Et pareil, tout ce qui est éclairage 3D, ça aide à détacher le fond des plateformes. Donc pareil, pour que le joueur voie très vite où est-ce qu'il doit aller. Et face au visuel, le son et les musiques ont aussi eu un rôle moteur dans la sensation de jeu très réussie de Dead Cells. Le but, c'était peut-être de créer, avec le son, une réaction instantanée au niveau du joueur, quoi, que chaque monstre essaie quand même d'avoir sa propre identité, pour justement, quand on entend ce bruit, créer le réflexe de roulade par exemple, pour que justement le joueur puisse reconnaître les attaques à force de jouer. Tous les éléments de jeu convergent donc vers un but commun. C'est comme ça que dès le départ de l'Early Access, Dead Cells convainc un grand nombre de joueurs. Mais maintenant, sur les 1 an et demi que cet accès anticipé doit durer, l'équipe a une grosse responsabilité. Il faut interagir régulièrement avec la communauté et utiliser ses retours et critiques pour faire évoluer le jeu jusqu'à son terme. 1 an et demi de dialogue dans lequel Motion Twin est en fait plutôt à l'aise. Après leur dizaine d'années à faire des jeux web sur navigateur, les interactions avec la communauté, ça les connaît. Et initialement, quand on est parti en Early Access, on pensait pas forcément changer grand chose, on avait une roadmap assez bien définie de là où on voulait aller, on voulait prendre notre vertical slice et la multiplier tout simplement, c'est de dire ok, il y a plusieurs boss, plusieurs niveaux, et globalement voilà, le chemin, le truc est posé, quoi. Et en fait, c'était une assez grosse surprise parce qu'on a retrouvé sur Steam ce qu'on trouvait à l'époque sur le web, à savoir une communauté qui finalement était hyper bienveillante, parce que c'est une communauté qui était là, elle voulait juste faire avancer le jeu, elle n'était pas là pour dire « ah c'est un early access, c'est mal », elle était là pour contribuer au jeu réellement et apporter des idées qui allaient dans le bon sens, quoi. Et pas des idées qui partaient à l'ouest du jeu, on en avait bien sûr, mais les gens étaient cohérents avec la ligne qu'on avait posée. Ils comprenaient notre intention, et ils proposaient des choses qui restaient le plus possible compatibles avec l'intention. Et ça, c'était une chouette surprise parce qu'à l'époque, l'Early Access, on en entendait parler, tout le monde disait que Steam et les communautés Steam étaient quand même particulièrement difficiles. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on traitait correctement les gens, ce qui est un peu du bon sens quand on y réfléchit, mais quand on traitait correctement les gens donnaient d'eux-mêmes et avaient plaisir à contribuer au projet, à apporter des idées. Enfin, j'ai pas d'autres mots, je cite, j'aime beaucoup le terme que tu emploies souvent, mais de bienveillance, c'est quelque chose qu'on a retrouvé dans la communauté qui est le truc qui nous a le plus surpris. Cette idée que waouh, les joueurs ils sont plutôt posés, bien plus qu'à l'époque on avait pu l'avoir sur le web pour le coup. Et ces joueurs sont très posés et très patients, comprennent où on veut aller, c'était chouette, quoi. Pendant ces 18 mois, Motion Twin continue le jeu comme prévu, tout en implémentant les bonnes idées de la communauté, avec un exemple en tête, le système de build, central dans la progression d'une partie, qui a été complètement revu sous les conseils des joueurs. La plus importante, c'est le système de build du personnage, la façon dont tu progresses, tu as 3 stats où tu sais que tu peux faire progresser. Et initialement, c'était un truc très basique où tu avais points de vie, dégâts et puissance des compétences, je crois, je ne sais même plus ce qu'était le dernier. Enfin bon, bref, c'était un truc qui était très basique. Très basiquement, c'était le système de Skyrim où tu montes 3 stats, points de vie, dégâts, magie, quoi. Et on avait ça au départ et pour moi, je voulais pas un truc plus complexe parce que je voulais pas de la complexité inutile, je voulais que ce soit un jeu qui soit fluide et ça m'intéressait pas de faire plus. Et j'ai vu assez rapidement des discussions sur le forum de gens qui trouvaient le système un peu basique, surtout qui était très répétitif, ils n'avaient pas de choix de stratégies différentes en faisant entre les points de vie, on égalisait un peu tout, c'était tout, quoi. Et à un moment, il y a eu un thread assez long sur le sujet,
où les joueurs évoquaient différentes possibilités de se dire comment on pourrait garder la même idée de build et l'améliorer en fait. Et dedans, il y a eu plein de... Alors c'était des idées très disparates, mais il y avait plein de petits trucs d'éclat. Je me dis, mais ouais, ça c'est pas mal. Et du coup, l'autre idée-là me donne un autre truc. Et en fait, c'était un thread qui finalement a été la base de la refonte complète du système de build du jeu, qui quand même était une brique angulaire hein, du jeu initialement, et qui a été vraiment entièrement basé voilà, sur cette étincelle sur les forums d'avis des joueurs, quoi. Au début, moi, j'y voyais pas de problème. Les joueurs en ont souligné un, et en plus ont apporté des solutions, des pistes intéressantes. Et du coup, on a juste eu à extrapoler là-dessus et voilà, avoir un truc qui maintenait le cap, mais en donnant quelque chose de meilleur finalement, et de plus riche au final, quoi. L'Early Access se déroule donc plutôt bien, et la presse applaudit un peu partout la transparence et la rigueur avec laquelle Motion Twin gère tout ça. L'un de leurs secrets, c'est d'avoir su adapter leur processus de production à la taille réduite de leur équipe. Par exemple, Thomas Vasseur avait tout un système pour créer des animations rapidement, à partir des modèles 3D du personnage. Alors du coup, quand on rejouait à Castlevania, on s'est dit on va faire Castlevania. On regarde le bestiaire, il y avait une centaine de monstres, on était 2 sur le projet. J'étais le seul graphiste à l'époque. Hein. Donc ouais, la contrainte de on n'a pas de force de prod, on n'a qu'un graphiste. Et je dois faire une centaine de monstres, des centaines d'armes, et pouvoir m'adapter au gameplay, aux changements. Enfin, en Early Access, tu fais une mise à jour, les joueurs, ils vont te faire... T'as 100 000 joueurs qui te font un feedback, ils ont raison. Enfin, je veux dire, ils ont un recul que toi, t'as pas, et du coup, faut avoir le flux de prod qui te permet d'ajuster ce genre de choses, quoi. Donc ouais, la 3D, ça arrivait assez rapidement. T'as une séquence d'attaque, et on peut se dire, bon, bah, les premières peut-être qu'on a besoin de plus de temps sur cette attaque-là. Donc assez rapidement, tu vas pouvoir sélectionner tes clés dans la timeline et venir mettre plus de temps dans une anime. Ça, c'est vraiment directement le personnage d'ici, quoi, mais écrasé en pixel art. Donc en fait, on le sort juste à une résolution toute petite et sans anti-aliasing, donc ça te fait un bon rendu dégueulasse, crispy, comme on aime les années 80. Donc voilà, mais tu vois, de dos, l'anime, elle ressemble à rien du tout. Regarde, le skinning, il est vraiment dégueu, les épaules, elles sont toutes tordues, mais le bonhomme, il fait 70 pixels de haut à la fin, donc ça se voit pas du tout, donc ça nous permet de faire vraiment du travail très grossier sur nos fichiers de travail, gagner du temps en fait, et de pas partir dans des détails qui tombent en dessous du pixel que tu verras jamais, quoi. Donc on a vraiment un système qui est assez souple pour pouvoir faire des modifs de gameplay. Mais on a utilisé la technique de Donkey Kong Country, quoi. Un vieux truc, hein, rotoscoper, exporter en sprite sheet, même dans Diablo 2 ils utilisaient ça à l'époque. Donc voilà, donc ça a permis d'avoir beaucoup de souplesse pour accompagner le game design et toujours orienter le jeu vers le game feel avant tout, quoi. D'un autre côté, Mathieu Pistol se concentrait particulièrement sur le design des monstres, avec toute une logique de production là aussi assez efficace. Il y a une quinzaine de niveaux, à peu près deux nouveaux monstres par niveau. Sur un plan 2D, il faut essayer que du coup ça limite pas mal les interactions, il faut faire en sorte qu'ils soient pas trop répétitifs les uns par rapport aux autres, donc c'est assez compliqué. Ouais. Donc voilà, il y a un travail de recherche, puis pour les rendre rigolos à jouer, quoi, comme on disait toujours dans le duel, que chaque monstre ait son intérêt à jouer. Ah lui il fait ça, ensuite il faut que je me baisse. C'est limite du platformer au sein d'un combat, tu vois. Tu t'occupes d'un niveau, bah, tu t'occupes des monstres, tu t'occupes de quelle est la particularité du niveau. Par exemple, j'ai fait l'un des derniers... tu vois le niveau du château par exemple, je m'en suis occupé de A à Z, donc les monstres, donc les 3 monstres, la petite mécanique qui fait que tu dois trouver des clés avant pour pouvoir sortir, etc. Faut penser en fait dans sa globalité, quoi. Ok, ce monstre-là, il va être intéressant avec cette forme de niveau, parce qu'il y a pas mal de détails, genre du coup il va attaquer en bas, etc. etc. Mais l'idée c'était de faire que chaque combat est un duel, en fait, chaque combat est unique, soit intéressant à jouer, et non pas juste un trash mob dans lequel on peut prendre un coup et on peut tuer en 2 coups. Finalement, en fait, tu te rends compte en réfléchissant que le level design est fait autour des monstres, et plutôt que l'inverse, en fait. Tu fais les salles pour que les monstres rentrent bien et soient bien utilisés dedans, en fait. De toute façon, à chaque fois qu'on a un doute sur Dead Cells, enfin sur une mécanique ou sur un monstre ou une arme, je me rends compte qu'on revient toujours à la même chose, c'est non mais d'abord le cœur du jeu c'est le combat. Et donc du coup, bah, c'est ça, tout découle du combat. Donc du combat découle les monstres, découle le level design. Motion Twin gère donc plutôt bien toute cette période, mais moi j'avais une question pour finir qui toujours me tracassait au fond de mon esprit. Malgré leur flux de prod bien pensé, l'équipe doit faire beaucoup de choix très régulièrement. Entre les retours des joueurs, leur fonctionnement démocratique en coopérative et j'en passe, comment s'organise-t-il pour prendre des décisions sans que ce soit un foutoir monstre ? Alors c'est là où ça peut être chronophage. Donc en fait, comme on est tous associés, on a évidemment tous le même salaire, on a aussi tous le même nombre de voix, enfin la même importance de voix. Donc ça veut dire que
On est là, on est 7, mais voilà, quand on vote, chacun a une voix et elle pèse autant que celle des autres. Donc en fait, toutes les décisions sont prises de manière collégiale, enfin, les plus importantes, parce que parfois on travaille en groupe plus réduit sur des sujets moins importants, on est capable de trancher en petits groupes pour gagner du temps. Les rôles sont bien définis, il y a une sorte de structure et une forme de hiérarchie selon les sujets. Quelqu'un qui sera plus expert dans un domaine parlera plus dans ce domaine-là, sera en quelque sorte le lead dans ce domaine. Par contre, c'est plus ouvert dans le sens où on peut participer à toutes sortes de conversations. Si j'ai un moment, j'ai un avis sur une question comptable ou une question de locaux ou alors une partie programmation pointue, là, je peux m'adresser directement à la personne et on résout certaines choses ensemble, quoi. Par contre, sur des sujets importants, par exemple les embauches, là on va tous se réunir, discuter et voter à main levée. Donc ça se passe au vote à main levée, quoi. Ce qui est vraiment la pierre angulaire de nos décisions, c'est le débat. Le débat, il est là tout le temps. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que ça permet de profiter de l'intelligence des autres. Je sais pas si tu vois le film 12 hommes en colère. Ouais, nos décisions importantes, souvent c'est comme ça. T'arrives avec un avis très tranché, et en fait, éclairé par la vision des autres, tu peux complètement changer d'avis. Donc soit parce que tu as été influencé, mais parfois à juste raison, quand on te donne des arguments qui sont solides et qui te donnent un point de vue différent de celui que tu avais en rentrant, ouais, je pense que ça permet d'éclairer ta vision et de prendre un peu plus de recul que tes préjugés, quand tu arrives avec tes préjugés en revue, quoi. Après ces 18 mois de travail collectif, main dans la main avec les joueurs, le développement de Dead Cells arrive à son terme. Avant la sortie le 7 août 2018, Steve Philby veut recréer un moment médiatique autour du jeu pour bien clôturer toute cette aventure, et notamment pour annoncer la sortie des 3 versions consoles qui ont demandé pas mal de taf. Dans notre secteur, on te dit que t'as qu'une sortie. C'est soit Early Access, ou soit la sortie enfin, soit vraiment un passage 1.0. Et moi, j'étais pas d'accord. Je me suis dit, bon, et si on voulait avoir 2, comment on ferait? Donc on commençait à réfléchir très tôt, ok, le succès du début, c'était basé largement sur les streamers. Mais du coup, les streamers, le problème, c'est qu'ils ont déjà joué au jeu. Et du coup, quel serait l'intérêt pour qu'ils rejouent au jeu? Qu'est-ce qu'ils aiment les streamers? Bon, je sais pas, on va aller les demander. Donc on est allé parler avec eux. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Qu'est-ce que vous faites avec vos journées, en fait? Et là, ils me disent, nous, le but, c'est d'avoir du contenu cool, un peu exclusif, un peu engageant pour la communauté, et vraiment de proposer quelque chose d'intéressant pour nos joueurs. Du coup, on a fait oui. Du coup, si on construisait quelque chose qui permettait de vos joueurs à contrôler le jeu, à jouer réellement avec vous, ça vous intéresserait? Ils ont fait ouais, ce serait cool. Quand on leur a posé des questions, on commençait à dire et comment si on faisait ça. Donc on a designé notre intégration Twitch avec eux. Ah, c'est vous, hein, c'est pour vous, c'est le coffre Twitch. Je compte sur votre lucidité. Bravo, très lucide, hein, très lucide. Qui nous a permis à la sortie vraiment d'avoir une carotte, avoir quelque chose à proposer aux streamers. Donc ça c'était la partie 1. L'autre c'était ok, pour avoir de la presse, il faut être bien visible et tout ça. Donc on s'est dit ok, si on fait une sortie Steam, ensuite une sortie Nintendo, et on les sépare,
ça va avoir un peu moins d'impact. Alors que si on les fait tous en même temps, bah ça va avoir un peu plus de poids. Donc les journalistes, s'ils voient que ça sort de partout, bah ils vont faire ouais, en fait ça vaut un article. Et en plus tu vas avoir la presse PC, la presse pour chaque console, donc c'est juste plus grand. Donc on a bidulé la production pour que ça rentre, pour qu'on puisse le sortir tous en même temps. Et ça c'est un gros travail. Et ensuite, bah la presse, les influenceurs, tout le monde a besoin de contenu. Donc il lui faudra quelque chose de croustillant, de cool, intéressant qu'ils puissent regarder. Donc on a appelé les mecs de Bobby Pills, on a dit oh, si vous faisiez un trailer animé vraiment badass, un peu Mr. Flap, tout ça, ça serait plutôt cool. Et donc ils ont fait notre trailer. Donc là on avait intégration Twitch pour les streamers, trailer pour les streamers et les influenceurs et les journalistes, et SimShip. Donc ça voulait dire aussi une mise en avant importante chez chacun des consoliers et des PC. Et bah, ça a marché. En fait, on avait juste autant de, un masse visibilité. Ouais, il faut vraiment trouver, étudier le problème et trouver des solutions qui vont permettre à combler ça. Enfin, il y a de la chatte dedans aussi. Si on a de la chance, ça aide. Donc voilà, et un très bon jeu. Enfin, le jeu il doit être extrêmement bon. Donc, et bah la sortie, ça a juste encore plus vendu. Donc c'est vraiment la sortie du console où on a fait ah ouais. Ah, encore aujourd'hui on s'en rend pas compte, je pense. Encore aujourd'hui, tu vois, je regarde encore les chiffres là, je sais pas si je peux le dire, on est à 1 800 000 maintenant. 1 800 000, tu te rends compte, c'est énorme pour un indé. Aujourd'hui, même moi je m'en rends pas compte en fait. Ah ouais, là on a passé un cap. En fait, on a vraiment, on est un studio triple I maintenant en fait. Alors voilà. Voilà l'histoire de Motion Twin telle qu'on peut la raconter aujourd'hui, telle qu'elle a été écrite par cette bande de joyeux communistes mangeurs de baguettes. Ce studio bordelais, un peu à part, en marge d'un système capitaliste qui occupe tout l'espace de production des jeux, n'a aujourd'hui plus besoin de scruter anxieusement son compte en banque. Avec le succès de Dead Cells, ils ont toute la chance et le frisson de l'angoisse d'une liberté sans limite devant eux. Et je sais pas si l'idée avec ce documentaire, c'était de raconter la success story d'une bande d'outsiders, je crois pas. Ce qui m'a intéressé chez eux, chez Motion Twin, c'est cette idée, cette tentative de faire les choses autrement, d'organiser la production autrement. Parce qu'en soi, quelque part, Motion Twin c'est un manifeste politique. On peut faire les choses autrement. On peut s'émanciper de la hiérarchie verticale, du patron tout-puissant qui extorque une plus-value de ses employés. Et c'est ça qui m'a séduit chez eux. Le modèle n'est pas encore parfait, c'est sûr, et on peut notamment faire remarquer le vrai manque de diversité dans les effectifs du studio. Un manque de diversité qui montre bien qu'un monde de l'entreprise plus horizontal est toujours en proie aux inégalités de genre, de race et autres du monde qui l'entoure. Le monde du jeu vidéo, structurellement, a toujours été hostile aux femmes, et on en retrouve donc peu dans l'industrie, même dans un studio au fonctionnement différent. Et c'est dommage. Et force est de constater que Dead Cells n'est pas un jeu qui porte de discours aussi politique que le fonctionnement du studio. C'est un jeu rigolo, un peu cynique, exigeant mais bienveillant, et c'est déjà ça. Mais je pense qu'il y avait quand même quelque chose à raconter dans l'histoire de ce studio qui, non content d'avoir mis au centre de leur fonctionnement l'égalité et le débat, l'ont aussi appliqué dans leur rapport avec les joueurs de leur jeu. Parce que, au final, la réussite de Dead Cells, c'est une belle démonstration du potentiel des modèles de fonctionnement horizontaux, autant entre les employés, tous à égalité, qu'avec les joueurs dont les feedbacks pendant l'Early Access ont permis d'améliorer le jeu. La fabrication de Dead Cells est, je crois, un manifeste riche en enseignements, qui nous donne à voir les possibilités offertes par un monde plus collaboratif, plus coopératif et démocratique. Et je crois que c'est juste ça que je voulais raconter. Dead Cells a été un nouveau départ pour la boîte parce qu'on est content de pouvoir dire qu'il y a une histoire de Motion Twin. Et aujourd'hui, il y en a une autre qui va être différente et qui est celle des personnes qui sont aujourd'hui à Motion Twin. On est en train de construire une nouvelle équipe qui va continuer à bosser sur Dead Cells parce qu'on a la communauté de Dead Cells qui est là en mode ok les gars, nous on veut du multi, nous on veut une version avec des saves, on veut, ils ont une liste aussi longue que mes deux bras ensemble des choses qu'ils voudraient voir. Comment on va continuer à faire du Dead Cells pour que ça pérennise la structure et pouvoir bosser sur un autre projet. Et Motion Twin, vu le contrainte de scope, ils peuvent pas vraiment grandir parce que ça devient trop le bordel.
toute façon ils sont pas ultra efficaces au-delà de 10, et donc ils préfèrent rester restreints, et du coup nous on a dit bon bah écoute, si vous nous faites confiance, on va prendre un peu le relais, continuer à produire du contenu, et si ça se passe bien, si on arrive à produire un contenu qualitatif, bah on continuera tout aussi longtemps que la communauté en revendique. Vraiment le truc qui est cool, c'est d'avoir été suivi par la communauté. On le dit, alors c'est cucu, on le dit à chaque fois, mais c'est vraiment sincère d'avoir été soutenu par nos joueurs comme ça. Venant du free-to-play où les populations te soutiennent, mais pas de la même manière, c'est plutôt des minorités qui te soutiennent. Là, on a quand même une majorité de joueurs qui nous ont soutenus pendant tout l'early access, et ouais, ça c'est vraiment un truc, donc merci à tous nos joueurs. C'était vraiment chouette d'avoir été soutenu comme ça. J'espère qu'on sera soutenu comme ça sur le prochain jeu, parce que c'est vraiment le fuel de la motivation. On bosse beaucoup à l'envie, et l'envie elle vient de nos joueurs, quoi, clairement. Toi tu peux avoir envie pendant 6 mois, mais ce qui te fait tenir sur une prod pendant 3 ans, c'est pas juste ta motivation, c'est toute l'énergie que les joueurs ils t'envoient derrière, quoi. Et early access ou pas early access pour le prochain projet, j'ai du mal à me dire qu'on bosserait sans les joueurs, quoi. Donc il faut qu'on trouve une solution, sauf qu'on fasse un early access, ou qu'on trouve une autre manière de travailler avec les joueurs pour faire notre prochain jeu. Pour moi c'est essentiel en tout cas. Juste merci pour la communauté, si tes viewers qui ont joué, qui ont acheté lors de l'early access, qui nous auraient laissé des commentaires ou ce genre de trucs, trop cool. On n'aurait pas pu le faire sans les joueurs, donc non, juste ça. C'est peut-être un peu cheesy, mais c'est vrai. Et bah c'est pas fini, il y aura plus, donc ouais, stay tuned quoi. Bah ouais, moi un truc qui, comme on disait tout à l'heure, il y a un des trucs qui m'a le plus scotché, c'est l'impact de la communauté. J'ai toujours été à fond dans les forums. Pendant longtemps, j'ai fait énormément de tutos sur internet et des trucs. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que très récemment, un mec c'était Arcane, qui me disait qu'il est un graphiste, mais une tuerie, voilà. Et il m'a dit qu'il avait appris le dessin en regardant des vieux tutos Photoshop que j'avais fait mais il y a 15 ans, quoi. Et ça me fait marrer en fait de se rendre compte que la communauté dans laquelle j'étais à l'époque, la communauté peut avoir un impact sur des gens aujourd'hui. Tu te dis mais ces mecs-là qui sont des dieux du stade pour toi, bah, en fait ils sont là. Peut-être que tu as contribué à un truc, tu vois. Et peut-être que un mec qui fera des jeux dans 20 ans se dira tiens j'ai envie de faire un truc comme Dead Cells à l'époque ou une idée ou de faire un studio comme on a pu faire Motion Twin. Et j'aime bien cette idée de petite pierre qui roule, tu vois, de se dire que on n'est pas grand-chose, on a l'impression de pas être grand-chose, mais pourtant on a un impact. Et quand la communauté te le fait savoir après, bah, c'est hyper cool, quoi. Enfin, en termes d'humanité, de choses qui vont nous transcender, bah, je trouve que c'est plutôt chouette, quoi. Donc ouais, merci, un gros merci à la communauté et aux gens en général, quoi.